Bonjour à toutes et tous, étudiants, quelques-uns collègues. Bienvenue pour cette nouvelle édition des conférences de l'UPR. Merci à ses organisateurs. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Crassou, professeur des universités, à l'Institut de physique de Rennes depuis une vingtaine d'années. Après une première décennie d'enseignement et de recherche à l'ENS de Lyon. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez Jérôme. Jérôme, c'est un physicien véritablement touche-à-tout, dont les approches combinent expérience, théorie, modélisation numérique, touche-à-tout dans la grande diversité des sujets qu'il a abordés au fil des années, des activités passées d'études d'hydrodynamique de films confinés aux échelles nanométriques, jusqu'à des études plus récentes de la locomotion de fourmis sur des tas de sable, en passant par le développement au laboratoire de techniques de diffusion de la lumière pour sonder la plasticité des milieux granulaires, des études qui ont révélé d'ailleurs des analogies surprenantes avec la sismologie, et encore plus récemment une étude de la déformation d'une simple feuille de papier quand on l'applique. Alors maintenant, Jérôme se penche sur des problèmes de la physique de fibres textiles, de leur torsade et des nœuds qu'elles forment. Et en particulier, aujourd'hui, il nous propose une plongée dans la mécanique des textiles, de la fibre de coton au tricot. Et donc, aujourd'hui, on va comprendre en fait que le secret du maintien de nos vêtements réside dans des équations physiques. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Jérôme va nous rappeler que non seulement la physique elle est partout, elle est sur nous, nous l'apportons. Et donc, je te laisse, Jérôme, à ta conférence. Bon, merci, merci Laurent. C'est bon là, au niveau de la... Je parle assez fort, ouais. Bon, voilà. Donc, merci Laurent, et puis merci le comité d'organisation des conférences de l'IPR de m'avoir invité à faire cette conférence. Donc, je vais vous parler de mécanique des textiles. Et alors, tout de suite, pour partir, savoir dans quoi on parle, si je prends un objet en laine, donc là, une belle écharpe en laine, il faut voir que cette écharpe, elle est assemblée, donc il y a le mouton, on tourne le mouton, on a des poils de laine, et ensuite on fait des séries d'opérations où il n'y a absolument aucun adhésif, il n'y a rien du tout, pas de colle, on fait uniquement des opérations mécaniques, et à la fin, on a un objet qui a une tenue mécanique, voilà, avec des propriétés, des propriétés mécaniques assez intéressantes et qui a de la cohésion, hein, enfin qui tient. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que si par la pensée, j'enlève la friction donc, de ces interactions entre fibres, en fait, il n'y a plus aucune tenue mécanique et je reviens à un état de fibres fibres agglomérées. Hein, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Les propriétés sortent uniquement de la friction dans cette histoire-là. Et donc la question auquel on va répondre, c'est pourquoi ça tient et quelles sont les propriétés mécaniques de l'assemblage de cet objet. Voilà. Et donc je vais faire une présentation en 3 temps. Hein. Dans un premier temps, je vais parler un petit peu d'objets textiles divers et variés, et puis d'objets aussi non textiles, mais qui font partie de la même chose. Puis après, je présenterai 2 études. Une étude sur la manière dont on peut faire un fil à partir de poils de mouton, hein, ou de fibres de coton. Et puis ensuite, une autre étude sur la propriété mécanique d'un tricot, enfin plus exactement les formes d'équilibre d'un tricot. Alors, ce n'est pas un truc qui est récent, le fait de faire des textiles et d'utiliser les fibres. Hein. En particulier, ça remonte à la préhistoire, et même la préhistoire très ancienne, puisque il y a quelques années, là, on a trouvé des Néandertaliens, une évidence que les Néandertaliens savaient déjà faire des fils. Donc en fait, c'est des petits bouts un petit fossile un petit fossile ici, où il y a quelques fibres torsadées, et donc par microscopie électronique, on s'est rendu compte qu'en fait, même Néandertal savait faire ce genre de choses. Et puis alors, une fois qu'on sait faire des fils, eh ben, on peut faire plein d'objets différents. Par exemple, ici, c'est des tricots, hein, des tissus qui sont faits du néolithique. Hein. Et puis là, c'est des cordelettes telles qu'elles ont été trouvées par l'inventeur de la tombe de Toutankhamon, où il y avait déjà des cordelettes et des objets très sophistiqués. Et en fait, il y a tout lieu de croire qu'il y avait énormément, dans les temps préhistoriques, de textiles. Enfin, on appelle ça l'âge du pierre parce qu'on a gardé les pierres, mais probablement il y avait énormément de trucs textiles. Alors, dans les objets textiles, le plus simple, c'est le fil.
Alors le fil, c'est un truc aussi qui est assez ancien. On prend des fibres, alors ici c'est des filatures de chanvre, hein. On prend des fibres de chanvre, on les met les unes avec les autres, et ça on va regarder ce processus en détail, on les tortillonne, on peut faire des fils. Une fois qu'on a un fil, on peut faire des objets un peu plus compliqués, comme des cordes, qui consistent à prendre des fils et les assembler les uns avec les autres, avec différentes hiérarchies, donc un milieu hiérarchique. Donc on peut faire des cordes. Avec des fils, on peut faire des nœuds. Bon, alors par exemple, là, il y a des nœuds d'escalade, de pêche, des nœuds de chirurgie. Alors c'est tout un domaine aussi, les nœuds, parce que enfin, sur le grand livre des nœuds de Ashley, il y a 4000 nœuds différents. Donc en fait, il y a des zoologies incroyables de nœuds. Et puis, une fois qu'on a des fibres, on peut aussi faire des textiles. Alors, des textiles, on peut en faire de plusieurs manières. On peut faire des... J'arrive pas à voir mon pointeur. On peut faire des tissus. Alors, les tissus, ça consiste à faire passer les fils au-dessus des autres. Alors, avec différentes périodicités. Hein. Si on les fait passer l'un au-dessus de l'autre, on a ce qu'on appelle des toiles. Puis après, on peut en faire passer deux, etc. Faire des sergés, des satins. Donc ça, c'est toutes les propriétés de... On tisse les choses. On peut faire aussi des tissus en tricotant, voilà. Donc alors, on prend, là, on fait pas passer les fils, enfin, on fait passer les fils les uns au-dessus des autres, mais là, en faisant des mailles textiles, on le fait passer les uns au-dessus des autres. Alors après, on peut jouer sur les mailles, sur la topologie, la répétition des mailles. Donc on peut faire des tricots en point jersey, en point côte, en point mousse, voilà. Donc ça a des propriétés mécaniques très très différentes. Hein. Ça, c'est très très dur à étendre, alors qu'un tricot, hein, c'est quelque chose qui est très très extensible, et on va voir pourquoi. Voilà. Et puis on peut aussi même aller au-delà et faire des tissus sans faire de mailles, de manière complètement aléatoire. C'est ce qu'on appelle les feutres. Donc là, il y a un chapeau en feutre en poils de castor. Donc on prend des poils de castor. Alors éventuellement, on peut mettre un petit peu de chimie pour les faire tenir, mais simplement, en général, pour des feutres, on peut uniquement les emmêler. Et donc on fait des textiles qui sont non tissés. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les textiles. Et puis après, il y a toute une zoologie d'autres exemples de matériaux qui finalement ont la même physique, qui ne sont pas textiles, mais qui répondent aux mêmes ingrédients physiques. Alors, il y a des milieux, des objets naturels. Alors, un qui est bien connu, c'est le nid d'oiseau. Alors, c'est la même chose parce que finalement, c'est des fibres, des objets allongés, avec de la friction. Voilà, et donc ça tient, avec des brindilles, avec des herbes, etc. Mais c'est des matériaux qui ont une cohésion qui vient uniquement de la friction, de l'élasticité entre les fibres. Il y a ce petit objet-là qui est ces petites boules de poils, pas de poils, c'est des petites boules de fibres d'algues qu'on retrouve au bord de la plage, qui sont en fait des objets, des petites boules de quelques centimètres, alors pour les gens qui en ont déjà vu, et en fait à démêler, c'est complet. Donc c'est les fibres d'algues qui, avec la turbulence océanique, se mélangent et forment des petits objets qui sont extrêmement compacts, hein, qui sont des petites boules de fibres, et qui sont en fait à démêler très très compliqués. On retrouve ça en Méditerranée beaucoup. Bon, et une chevelure ici, vue par des gens qui font des jeux vidéo, hein, voilà, de l'animation pour les chevelures. Et puis après, il y a d'autres objets. Hein, bon, alors ici de moyenne technologie, hein, une raquette de tennis, c'est des fibres enlacées. On peut voir ça comme des fibres enlacées. Un velcro, voilà, qui est un autre exemple de système dans lequel il y a des objets longs et enlacés les uns aux autres. Et puis après, il y a des objets aussi de relativement haute technologie. Hein. Donc là, c'est des gens qui s'intéressent à faire des ligaments artificiels avec des fibres de carbone, avec des nanofibres de carbone. Et en fait, ils réinventent la corde. Hein. Ils font rien d'autre que réinventer la corde, mais bon, c'est une corde smart avec des fibres de carbone. Et donc ça, c'est des choses qui ont des applications médicales. Et puis un autre domaine d'application, hein, voilà, parmi tant d'autres, c'est les nœuds chirurgicaux. Voilà, donc quand on fait un nœud chirurgical, on prend un fil, on fait des nœuds, et puis on est quand même assez content si on a des nœuds qui tiennent bien. Hein, voilà. Et donc ces différents systèmes, en fait, appartiennent tous à la même classe de systèmes. Ils ont tous les mêmes ingrédients, et les ingrédients sont deux choses. D'une part, ce sont des objets qui sont allongés, voilà, donc des fils, et qui sont élastiques. Alors, ça, c'est le prototype d'un milieu pour un physicien, c'est le prototype d'un milieu élastique, c'est un objet qui est élastique, voilà, qui est allongé, et donc ça, je prétends que
pour l'étude de tous ces systèmes, on peut simplifier les fibres. Finalement, le détail, savoir si des fibres de carbone, des brindilles, etc., importe assez peu, mais on peut voir tous ces objets-là comme des objets élastiques allongés. Hein, voilà. Alors, c'est une grosse approximation. Hein. Là, il y a par exemple des fibres de coton. C'est une structure extrêmement compliquée, en fait, quand on la regarde microscopiquement. Mon idée, c'est que finalement, c'est un détail de complexité. Les systèmes sont déjà assez complexes à étudier, qu'on peut faire cette simplification-là sans perdre beaucoup de choses. Et donc, une fois qu'on a ramené ces problèmes-là à un problème plus fondamental de tige élastique ici, hein, bon, on peut montrer, alors dans certaines approximations, qu'on peut complètement comprendre l'élasticité de ces milieux. Alors, il y a des approximations qu'on peut discuter, mais on peut décomposer de manière assez rigoureuse l'énergie de cet objet-là en 3 parties. Hein. Une énergie de traction, c'est-à-dire si je tire dessus, un mode de traction, un mode de flexion, et puis un mode de torsion. Voilà. C'est une décomposition qui est rigoureuse, bon, dans certaines limites que je ne vais pas discuter, mais je vais admettre que tous ces systèmes-là, on peut les considérer, enfin tous les systèmes élémentaires, on peut les considérer comme des objets individuels avec une élasticité qui peut être mise sous la forme de ces trois composantes. L'autre point commun entre tous ces systèmes, c'est la friction de Coulomb. Alors la friction de Coulomb, c'est la friction les lois de la friction la plus simple, qui dit que, donc là c'est qui montre les expériences de Coulomb. Hein. Donc en fait, si on pose un objet, la force qu'il faut pour le faire déplacer tangentiellement est proportionnelle à la force normale. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de tribologue dans la salle, donc je peux y aller. C'est une loi qui marche, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais en fait ça marche très bien. Voilà. Donc, je suis un peu provocateur vis-à-vis des tribologues, mais enfin c'est une loi universelle. Et donc en fait, tous ces systèmes-là ont ces 2 ingrédients communs. Et en fait, la seule différence entre ces différents ingrédients, réside uniquement dans l'organisation spatiale des fibres et puis dans les propriétés, enfin dans l'organisation et la topologie, qui là, par contre, sont dépendantes de chacun des systèmes. Et donc, une raquette de tennis n'est pas un nid d'oiseau. Et donc, les propriétés mécaniques vont venir de l'enchevêtrement, enfin de la manière dont les tiges élastiques vont être assemblées les unes avec les autres. Et donc, je vais vous présenter une première étude là, sur une question qu'on s'est posée avec Antoine Seguin sur la manière de faire un fil à partir de fibres. Voilà. Alors, faire un fil à partir de fibres, c'est une opération, donc là, savait faire Néandertal, donc on se dit que c'est pas très très compliqué. Hein. Effectivement, en fait, quand on l'a fait, c'est pas très très compliqué. On prend des fibres, bon, ben là, par exemple, des fibres de laine, de coton, etc. On les met parallèles les unes aux autres, c'est vraiment la filature, on tortillonne et ça tient. Voilà, c'est-à-dire ça tient, je peux tirer dessus, il y a de la tenue mécanique. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement simple. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi ça tient. Alors ça, c'est une question en fait assez ancienne, hein, mécanique, enfin, pour les scientifiques. On en retrouve la trace dans Galilée, hein, qui dit, alors enfin, c'est très amusant à lire, hein, c'est fait sous forme d'un dialogue entre 3 personnes, et donc il se pose la question, mais comment ça se fait qu'avec des fibres de chanvre qui font quelques coudées, alors coudées c'est 40 cm, hein, des fibres de chanvre qui font 1 mètre, on peut les mettre ensemble et faire des câbles, des cordes de marine qui font des centaines de coudées. Hein. Et donc la réponse c'est ah bah oui, c'est parce que on les a tortillonnés et quand on les a tordus, eh ben on les a accrochés les unes avec les autres. Donc la première réponse c'est qu'il faut effectivement mettre une torsade, hein, pour faire tenir les choses. Et puis ensuite le dialogue continue et puis il dit bah faut quand même pas en mettre trop, hein. C'est-à-dire quelquefois les cordes peuvent casser par excès de torsade. Donc il faut en mettre mais pas en mettre trop. Et donc ils s'arrêtent là-dessus, après ils vont s'occuper d'autres choses comme la chute des corps et d'autres trucs. Mais bon, voilà, donc le truc c'est que il faut en mettre, il ne faut pas en mettre trop. Alors ce truc, il faut en mettre, il ne faut pas en mettre trop, on le retrouve dans la littérature très ancienne. Alors là c'est Duhamel de Monceau qui fait en fait une inspection de toutes les corderies royales pour savoir à quel point il faut torsader les fibres de chanvre. Voilà, alors il est un peu désespéré parce que chaque ouvrier en fait un peu qu'à sa tête et donc il n'arrive pas à savoir. Donc il fait des expériences.
Bon, et puis finit par dire, le tortillonnement est donc nécessaire pour la construction de toutes sortes de fils. On doit éviter soigneusement de le porter au-delà du pur nécessaire. Donc il faut torsader, mais pas trop. Voilà, on n'en sait pas plus. Et donc cette question-là s'est reposée au moment de la mécanisation de la révolution industrielle. Donc là, il a fallu régler des machines. Donc c'était plus un ouvrier qui faisait la torsion, hein, il fallait régler une machine. Et donc en particulier, cet industriel mulhoisois s'est posé la question et a donné des réponses empiriques et plus ou moins justifiées sur le nombre de tours par fil qu'il faut mettre en fonction du diamètre du fil. Voilà. Et donc c'est encore des lois qui sont utilisées dans les filatures textiles, bon, voilà, dont on discutera un peu la validité. Hein, voilà. Et puis, bon, après, il y a des descriptions théoriques diverses et variées qui deviennent en fait vite extrêmement compliquées. Et plus récemment, et c'est en fait c'est cette étude-là qui m'a motivé, il y a une analogie de ce problème de torsion avec un problème de transition de phase qui consiste à dire qu'en tortillonnant, on augmente le point de contact et on fait une percolation dans les systèmes, voilà, qui ne m'a absolument pas convaincu, auquel j'ai rien compris, et je me suis dit que ça valait le coup de refaire les expériences, voilà, d'essayer de comprendre cette histoire-là. Voilà, et donc l'expérience qu'on a faite, c'est une expérience très très simple, en fait c'est une expérience de démonstration dans le livre de Henri Boisse. Hein, donc c'est une expérience pédagogique, hein, on prend deux filets comme ça, hein, voilà. On les emmêle, alors je les ai déjà emmêlés pour gagner un petit peu de temps, on les emmêle, c'est-à-dire qu'on met les fibres, voilà, pas toutes les rouges et pas toutes les vertes du même côté. Donc on fait ce truc-là, voilà, et on torsade, voilà. Donc là j'applique de la torsion, hein. Alors j'y vais franco parce que j'ai pas envie de recommencer la manip, hein, voilà. Et quand on applique de la torsion, hein, voilà, alors suffisamment, il en faut mais pas trop, alors là on va pas en mettre trop, eh ben, je suis absolument incapable de tirer dessus. Hein, voilà. Enfin, je peux toujours tirer dessus, mais ça ne se séparera absolument pas. Et donc, même quand on fait la manip, on va casser les fibres, on va casser les fils, on ne les séparera pas du tout. Par contre, si j'enlève un peu la torsion, il y a un moment où le truc va complètement glisser. Donc ça tient, c'est vraiment l'opération qu'on fait quand on file du fil, c'est un truc qui tient uniquement par la friction et la torsion. Bon. Alors, bon, ben maintenant, une fois qu'on a cette expérience pédagogique, hein, eh ben, on peut la faire de manière un peu plus scientifique. Donc on fait deux types d'expériences. On va faire ces expériences en laboratoire, hein, sur une machine d'essai. Et donc on va regarder la force pour le séparer en fonction, donc là le déplacement, c'est-à-dire bon, la quantité, l'allongement du système. Et donc on a deux types de comportements. Hein. Si je les torsade peu, eh ben, c'est ce que j'ai montré, hein. On les sépare en faisant glisser les fibres les unes sur les autres, enfin les fibres modèles, enfin mes deux cordelettes. Et si je torsade plus, eh ben, en fait, il y a une rupture ici, on casse les fils. Hein, voilà. Donc il y a deux modes de rupture différents qui sont un mode par cassure et un mode par glissement. Voilà. Et puis on fait aussi des simulations numériques, alors là j'y reviendrai un tout petit peu plus vers la fin, qui consistent en fait à faire des fils modèles, comme... en gros, c'est ces objets-là que j'entortille les uns au-dessus des autres. Voilà, donc je les twiste numériquement, et puis ensuite j'essaye de les séparer, et je mesure la force pour séparer ces objets-là. Voilà. Donc on fait ces manips-là. Alors bon, il y a un point qui est toujours important, c'est qu'il ne faut jamais faire de manip donc, ou de simulation dont on ne connaît pas le résultat. Voilà. Donc en fait, on peut... s'attendre, on peut essayer déjà de savoir un peu à quoi on peut s'attendre dans ces trucs-là. Et pour savoir à quoi on peut s'attendre, on peut faire une bête analyse dimensionnelle, hein, qui consiste à dire, bon, ben, moi je veux mesurer, c'est la force pour séparer ces pinceaux, et cette force pour séparer ces pinceaux doit dépendre de tous les paramètres dans le système. Donc j'ai mis θ, c'est la torsion, les paramètres géométriques, L, R, le coefficient de friction, le nombre de brins, voilà, bon, ça peut guère dépendre que de ça, hein, voilà. Et donc, j'exprime ça en fonction de nombre sans dimension, nombre adimensionnel. Alors en fait, il y a un nombre qui est intéressant à faire apparaître, c'est gamma, c'est cet angle-là, c'est ce qu'on appelle l'angle unitaire de torsion. Donc là, c'est juste les paramètres non dimensionnels. Puis là, on se rend compte que ça ne va pas, parce qu'on veut faire une tension à partir uniquement de nombres adimensionnels, donc il faut introduire une force. Et on introduit une force qui est la force sans torsion. Donc la force sans torsion, et donc c'est notre seule échelle de force. Donc on peut dire que le rapport entre la tension pour séparer le pinceau avec de la torsion,
sur la force pour le séparer sans torsion. Ce truc-là, c'est un rapport là qui du coup n'est pas dimensionnel et donc ne doit être que fonction des nombres sans dimension. Et puis même ce rapport, donc je peux expliquer le log de ce rapport, il y a forcément une fonction de ce type-là. Alors après, on peut faire des problèmes de symétrie. Hein. Si je tords dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Donc forcément, ça doit dépendre de gamma 2. Et puis donc, si on suppose, si on fait un développement à petit gamma, on peut s'attendre à ce que, uniquement pour des raisons dimensionnelles, on ait un truc de ce type-là. Donc on dit une loi comme ça, uniquement sur des arguments dimensionnels. Alors c'est un peu simplifié, toujours un peu triché ces arguments dimensionnels, mais enfin, bon, voilà, c'est ce qu'on s'attend à trouver. Ce qui ne donne pas la loi, hein, voilà. Enfin, bon, c'est quand même assez simplifié cette histoire-là. Et donc on fait les manips, donc on prend nos corps de labo, on les torsade, on fait tous les points ici, et donc on porte le log. Ce que nous suggère, c'est qu'il faut porter le log de la tension sur la tension sans torsion. On porte cette quantité-là. En fonction, on fait des expériences à différentes valeurs de torsion pour différentes valeurs de paramètres géométriques, etc. Et on trouve en fait, donc on fait tous les points ouverts, là c'est les symboles expérimentaux. On fait la même chose avec les fibres numériques, hein, voilà, qui sont les symboles en très plein. Et tout collapse raisonnablement bien sur, en fait, qui montre que en fait, ce truc-là ne dépend que de cette combinaison remarquable de nombres adimensionnels. Alors ce nombre adimensionnel, par analogie avec des manips de Frédéric Restagno, on l'a appelé nombre d'Hercule. Voilà. C'est un nombre adimensionnel qui combine toutes les dépendances non dimensionnelles du système. Voilà. Donc ça nous dit que notre analyse dimensionnelle, effectivement, elle tient bien. Hein, voilà. Donc on a un truc qui dépend de la torsion, des paramètres géométriques et de la friction. Et alors, la première remarque, hein, c'est qu'on a quelque chose qui varie, cette force varie comme l'exponentielle du carré de la torsion. Donc l'exponentielle du carré de la torsion, ce n'est pas une vraie transition de phase parce qu'il n'y a pas de discontinuité sur la tension, mais par contre, l'exponentielle de θ2, ça veut dire qu'à un moment, quand on va faire juste un quart de tour en plus, ça va tenir vraiment. Hein, voilà. Donc c'est des divergences, enfin c'est pas une divergence au sens mathématique, c'est une croissance très très rapide. Voilà. Donc il y a pratiquement une transition de phase dans cette histoire-là. Et donc, bon, on peut essayer de comprendre ce truc-là, faire un petit modèle mécanique pour comprendre ce truc-là. Donc, on prend un modèle de fibre hélicoïdale, hein, voilà, donc ici. Donc, les fibres hélicoïdales, je les torsade, je fais une hélice avec un pas P, hein, voilà. Et donc, maintenant, si je raisonne sur une petite tranche là-dedans, je représente une fibre, par exemple la fibre verte ici, dans ce pinceau. Hein. Donc, en fait, c'est une fibre c'est un bout d'hélice dans le système. Si je mets une tension ici et ici, l'équilibre mécanique me dit que forcément, je vais appliquer une petite force qui va être radiale. Voilà. Donc en fait, si je veux avoir la dérivée de la tension qui est égale à 0, il faut que j'ai deux composantes, une composante suivante Z et une composante purement radiale. Composante purement radiale, ça nous dit que quand je fais ce truc-là, c'est lâche, et en fait, quand je torsade, les fibres se collent les unes sur les autres. Voilà. Donc c'est une force centribupète vers le centre qui fait coller les fibres les unes avec les autres. Et puis ensuite, le deuxième ingrédient, c'est que bon, donc une fois que je peux relier cette force qui fait coller les fibres les unes avec les autres en fonction ici du pas de l'hélice, hein, voilà, donc on peut calculer ça en fonction de la torsion de l'hélice. Et donc c'est ça qui va nous donner des forces normales. Et ensuite il y a de la friction qui va empêcher ces fibres de glisser les unes sur les autres, et donc qui vont faire une force tangentielle. Et donc on va exprimer que la force tangentielle est proportionnelle. Donc ce qu'elle va nous dire, c'est que si on écrit l'équilibre mécanique, c'est que la dérivée de la force tangentielle en Z, qui est la dérivée de la tension, c'est la variation de la force tangentielle en Z, est proportionnelle à la tension. Et donc, on se retrouve avec simplement une équation différentielle de ce type-là, qui nous permet de retrouver qu'effectivement, la tension varie exponentiellement en fonction de ce nombre, qui est le nombre d'Hercule. Voilà. Et donc, on est capable de comprendre relativement bien ce problème-là. Donc, c'est un problème d'amplification de la friction. Alors ça, c'est que, pour l'instant, j'ai fait que des fibres, que des fils modèles. Donc, un vrai fil de coton, bon, c'est pas un double pinceau de fils emmêlés. Hein. Bon, c'est des fils dont les débuts et les fins vont se répartir de manière
aléatoire et uniforme dans la corde. Bon, alors en fait, on peut simplifier ce problème-là, on ne peut pas partir dans les détails, hein. On peut ramener ce problème de fibres ici à des fibres qui se recouvrent d'une distance L sur 2, et donc finalement, on va trouver que la tension Tm, c'est varie comme exponentielle de H sur 2, parce qu'il n'y a que L sur 2 dans le système. Et donc, il va y avoir une amplification donc, de la force. Il va y avoir une amplification de la force pour le séparer par un facteur qui est relié à la torsion. Alors maintenant, pour revenir à la question, c'est maintenant quelle force, quelle torsion il faut mettre, parce que là, simplement, j'ai décrit un mécanisme d'amplification exponentielle de la torsion. Maintenant, quelle torsion il faut mettre, et qu'est-ce qu'on attend d'une corde, ou qu'est-ce qu'on attend d'un fil? On attend que, alors pas forcément, mais si on fait des fils pour la tenue mécanique, on attend qu'ils puissent supporter le plus de tension possible. Et il ne pourra jamais aller au-delà de la tension de la rupture, parce que bon, après, si on casse, on peut tordre plus. De toute façon, si les fibres cassent, elles finiront par casser. Voilà. Donc ce que je dis, c'est que mon fil, je veux que la force maximale qu'il puisse supporter, c'est la force à la rupture. Voilà. De toute façon, je ne pourrais pas aller au-delà. Donc c'est la résistance mécanique maximum. Et puis, donc on amplifie, donc là c'est un mécanisme d'amplification de la force. Je n'ai pas dit ce qu'était cette petite force microscopique, donc c'est la force pour séparer les fils si je ne mets pas de torsion. Donc il faut que je trouve une force microscopique dans le système. Et donc la force microscopique dans le système, ce que je veux dire, c'est que c'est simplement un module de flexion divisé par une taille au carré. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que la force typique, même si je ne mets pas de torsion, si j'ai une fibre qui est torsadée élastique comme ça, quand je la mets parallèle, il faut que j'applique une petite force pour les mettre parallèles dans le faisceau, et c'est cette force-là, microscopique, qui va être amplifiée. Et donc, si on met ces trucs-là, on peut donc maintenant calculer la torsion. Alors, ce qu'il est important de remarquer, c'est que comme c'est des amplifications exponentielles, on peut se tromper un tout petit peu même d'un facteur 10, dans les valeurs de T0 et de Tm, ça ne va rien changer, hein. Enfin, ça va changer de manière marginale, hein. Voilà. Et donc, si on prend ces deux ordres de grandeur, typiquement, l'amplification typique de la force microscopique, typiquement, c'est 1 million, hein, voilà. Donc ça nous dit qu'en fait, la force microscopique doit être amplifiée à peu près 1 million de fois. Et donc ça nous permet de retrouver la valeur de ce nombre-là. Donc typiquement, pour des fibres textiles, ce que prévoit ce modèle, c'est qu'il faut que ce nombre, il faille typiquement de l'ordre de 30. Hein. Voilà, ça dépend des paramètres géométriques des fibres, mais pour toutes les fibres à peu près naturelles, ça varie entre 20 et 40. Typiquement, c'est de l'ordre de 30. Et donc ce nombre-là, donc la prédiction, c'est pour avoir la résistance mécanique qui s'oppose à la friction, c'est qu'il faut que ce nombre-là soit de l'ordre de 30. Après, si on prend un fil de coton, on prend un fil de coton par exemple, je prends les pas de l'hélice. À partir du pas de l'hélice, je peux remonter à la valeur de l'angle unitaire de torsion. Je connais les paramètres géométriques. Bon, bah, sur un fil de coton, là, par exemple, c'était 22. Donc en fait, typiquement, ce qui n'est pas très loin de 30, hein, donc typiquement, c'est un mécanisme d'amplification de la friction, et c'est effectivement quelque chose qui rend bien compte des vraies fibres textiles. Voilà. Alors, bon, on peut aller un petit peu plus loin. Après, il faut tordre, mais pas trop, nous dit Galilée. Hein. Donc, pourquoi faut tordre et pas trop? Parce que, en fait, si on tord trop, ce qui se passe, c'est que si je prends une fibre sur le côté, elle est allongée par la torsion. Donc, en fait, je prends mes fibres, la torsion allonge les fibres, et donc là, les fibres peuvent rompre uniquement par la torsion. Donc, effectivement, il faut tordre, mais pas trop. Hein, voilà. Donc, en fait, il y a une autre condition qui est le fait que les fibres ne doivent pas casser par trop de torsion. Donc si on combine ces deux trucs, c'est-à-dire il faut que je mette de la torsion pour amplifier la force, mais il ne faut pas que j'en mette trop pour ne pas casser, eh ben, on peut en fait remettre cette discussion sous une forme d'un diagramme de phase. On regarde tous les fils, plus ou moins torsadés, plus ou moins gros. Et en fait, on se rend compte qu'il faut que pour un fil puisse être stable et ne pas casser par torsion, il faut en fait qu'il soit dans ce petit domaine, c'est-à-dire qu'on doit avoir forcément un rayon pour un fil qui ne peut pas être trop grand.
En fait, si on essaye de torsader les fils, si on essaye de faire un fil à partir de réseaux de fibres qui est trop gros, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on veut avoir la condition d'amplification, si le fil est trop gros, il faut trop le torsader, et donc en fait, on va casser les fibres de la périphérie. Voilà. Et donc là, en fait, on peut rappliquer ce critère-là, et donc en fait, ça nous permet de trouver une taille optimale, une taille maximale pour un fil de coton. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'effectivement, quand on regarde, on peut faire ce petit jeu avec des fils de coton ou des fils de chanvre, on retrouve ce critère-là. Donc, en fait, il y a un savoir empirique qui aboutit au fait que pour faire un fil de coton, il fallait qu'il fasse à peu près 80 microns. Et en fait, on arrive exactement à expliquer cette histoire-là on arrive exactement à expliquer cette histoire-là dans notre approche. Alors, voilà, donc là on est passé du fil de coton, on a fait un fil, voilà. Et donc maintenant on va essayer de faire un tricot avec cette histoire-là. Donc là c'est une étude en fait qui a été faite avec Audrey Steinberger, qui est à l'ENS Lyon, et puis Samuel Poinclou qui est à l'université à Tokyo au Japon. Et donc la question c'est maintenant comment décrire un tricot. Alors un tricot, donc c'est des mailles comme ça donc là, c'est un tricot en jersey, voilà, qui n'est pas forcément... Ça, je ne sais pas ce que c'est comme point, je ne suis pas capable de les identifier comme ça. Donc, c'est des mailles qu'on fait passer les unes au-dessus des autres, voilà. Et donc, le problème qu'on se pose, c'est de décrire l'élasticité de ce genre de matériau. Alors, c'est un problème qui est redoutable, en fait, pour un mécanicien de décrire l'élasticité de ce matériau, pour plein de raisons. Alors, la première, c'est que... on veut faire de l'élasticité. Faire de l'élasticité, typiquement, c'est savoir quelle force il faut que j'applique pour déformer mon matériau. Et alors, le point, quand on fait toutes les théories élastiques les plus simples, c'est qu'on déforme un matériau autour de son état de repos, d'un état de basse énergie. Et là, mon état de repos, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que déjà dans mon tricot, j'ai des fils qui sont courbés. Et donc, je pars d'un état qui n'est pas l'état de référence, ce qu'on appelle, l'état de référence n'est pas un état de minimum d'énergie. Voilà. Donc ça, déjà, pour faire de l'élasticité, c'est pas très simple. Alors après, il y a d'autres difficultés qui viennent, c'est que, on reste toujours dans le domaine élastique, c'est-à-dire les fibres en elles-mêmes sont peu déformées, mais par contre, les déplacements, donc là, j'ai des petites déformations au sens de l'élasticité, par contre, j'ai des grands déplacements. Et donc, en fait, on peut être dans le domaine de l'élasticité linéaire. Si on a des grands déplacements comme ça, on se retrouve assez rapidement avec des équations, on se retrouve inévitablement avec des équations non linéaires. Donc ça, il y a des non-linéarités. Alors ensuite, il y a d'autres difficultés dans cette histoire-là. Il y a des contraintes topologiques. Les fils peuvent pas il y a des points de contact entre les fils. Et puis, une dernière difficulté, c'est qu'en plus, il y a de la friction. Et donc, s'il y a de la friction, ça remet des non-linéarités sur le voie de contact. Voilà. Donc là, on arrive sur un système en fait, qui fait que c'est extrêmement difficile d'avoir des réponses. Alors ça, théoriquement. Et puis expérimentalement, c'est guère mieux. Donc ce que font les gens, typiquement, c'est qu'ils font des manips force-déformation. Ils regardent la force pour tirer ce truc-là. Et alors là, on est tout sauf des forces qui sont linéaires. Donc alors ça, c'est des expériences sur des tricots avec différents points. On a des forces déjà qui sont non linéaires. Donc il y a des modules élastiques éventuellement qui sont non linéaires. Bon, un isotrope, ça c'est une petite difficulté. Mais surtout, il y a des très grands hystérésis, c'est-à-dire quand on fait ici sur un tricot jersey, si on tire dessus et qu'on revient, en fait, il y a un système qui n'est absolument pas réversible. Donc en fait, ce n'est pas élastique. Donc voilà. Donc finalement, on ne sait plus très bien quoi en dire. Et puis dans les modèles, je vous passe les détails, mais on ne sait pas non plus trop quoi en dire. Voilà. Alors il y a quelques modèles, mais sans friction. Mais dès qu'on met de la friction, on ne sait absolument plus rien dire. Et donc nous, on s'est posé une question beaucoup plus simple, qui est déjà la question d'ordre 0 pour la mécanique. C'est quelle est la forme d'un objet si je ne mets pas de contrainte dessus. Voilà. Donc j'ai un tricot comme ça, je ne mets pas de force, quelle forme il a? Et c'est une question d'ailleurs qui n'a pas de réponse claire. Il y a dans la théorie, dans les expériences, des gens qui disent oui, la forme est unique, mais dépend du protocole. Bon, avec ça, on va pas. Voilà. Et donc en fait, on ne sait plus rien quand on lit la bibliotextile. Et voilà. Donc
on s'est reposé cette question, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va regarder la forme d'équilibre d'un tricot. Alors, on fait deux types d'expériences. On fait des expériences de labo. Alors, l'expérience de labo, c'est on prend un tricot. Alors, les expériences qu'on fait de ces tricots avec des fils de nylon, hein, enfin des filaments de nylon, qu'on fait sur une machine à tricoter, puis on met ça dans un banc d'essai spécialement fait pour les tricots. Hein. Donc c'est une machine biaxiale. Donc l'échantillon, il est là, hein, typiquement. Je vais vous le faire passer, mais vous essayez de pas trop le... Voilà, donc on tire de ne pas le détruire, voilà. Donc on a cet objet-là, qui est un tricot modèle en nylon, hein, et on tire dessus, en X et en Y, et on mesure les forces. Au fur et à mesure, voilà, enfin, on mesure les caractéristiques force-déplacement. Et puis, donc c'est biaxial, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux axes, et le tricot, il est supposé plan. Hein, déjà, c'est un... Voilà. Et puis ensuite, on fait des expériences numériques, hein, qui consistent à faire des fibres élastiques. Alors, pareil, je reviendrai brièvement sur le modèle élastique, sur le modèle numérique à la fin. Donc, en fait, on prend une maille avec des conditions limites périodiques, et puis on prend notre équation on fait une modélisation de ce truc-là avec la friction. Et donc, on fait les mêmes expériences numériquement et expérimentalement, qui consistent à prendre un tricot, à tirer dessus et à laisser le tricot, à faire relaxer le tricot. Alors, quand on fait ces expériences-là, donc là, j'ai une représentation paramétrique. Alors, c'est une représentation paramétrique de toutes les formes de tricot possibles. J'appelle LX et LY, que je rapporte à la longueur de fil par maille. Donc, ça, un point ici, c'est un rapport d'aspect du tricot. Par exemple, ici, si j'ai LY qui est très grand, ça veut dire que j'ai un tricot qui est très étiré dans un sens et peu dans l'autre. Et dans cette représentation paramétrique, si je vais vers la droite, c'est des LX qui sont très grands, donc des tricots qui sont très étirés dans le sens en X. Voilà. Et donc, l'expérience qu'on fait, c'est qu'on part d'un endroit, par exemple ici, on mesure une certaine force sur notre tricot, et puis on fait relaxer le tricot dans le sens de la force. C'est-à-dire, si la force elle est en X, on fait relaxer un petit peu le tricot en X, puis en Y, puis en X, etc. Et puis, on a un point de départ, on a un point d'arrivée. Pareil, si on part de ce point-là, on fait relaxer, on arrive sur un point d'arrivée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les points d'arrivée sont sur un certain domaine de l'espace des phases. Et on fait la même expérience numériquement. Je prends un tricot, je le fais relaxer, je le mets ici au départ, il relaxe, il va se mettre sur ce point-là. Et puis, selon le point de départ, je vais arriver sur une certaine ligne. Voilà. Donc, ce que ça dit, c'est que déjà, il n'y a pas une forme de tricot d'équilibre, c'est-à-dire qu'à force nulle, il y a plusieurs formes de tricot qui sont possibles, et que ça tient expérimentalement et numériquement. On peut montrer que on peut vérifier que tous les points s'alignent sont sur une certaine ligne, et que cette ligne, elle est bornée par un point terminal ici. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est de comment on peut comprendre la forme de cette ligne et interpréter le point terminal. Alors, je m'aperçois que j'étais déjà beaucoup trop bavard. Donc, j'ai été beaucoup trop bavard. Donc, dire qu'une maille n'a pas de force appliquée, ça revient à dire que forcément, alors, donc il n'y a pas de force ici appliquée, donc j'ai un réseau j'ai des fibres ici, j'ai pas de force sur les côtés, voilà, et donc j'ai pas de force totale sur les cellules, donc forcément, les forces, s'il y en a, sont internes au système et sont opposées les unes aux autres. Ça veut dire qu'en fait, notre système de force, il est comme ça, voilà, forcément. Et donc ça, en fait, il y a des forces, il y a des contraintes internes. Dans un tricot au repos, il y a des contraintes internes qui sont là. Et ces contraintes internes, d'ailleurs, ça retraduit simplement le fait que l'état relaxé, il est là, l'état totalement relaxé est ici. Donc si le truc est courbé, c'est qu'il y a des forces internes. Voilà. Donc on peut retrouver ces forces internes. Et ces forces internes, finalement, on peut ramener ça à un problème d'élastica, hein, voilà, qui est un système de force. Bon, alors là, je vais aller un petit peu vite parce que je n'ai pas le temps. Mais en gros, hein, si on résout ce problème mécanique d'un élastica avec deux forces, on peut ramener ce problème-là à un problème d'élastica, et en fait, on peut retrouver exactement que toutes les formes d'état d'équilibre possibles s'alignent sur une droite
qui en fait est complètement une solution de fibres, enfin d'Elastica, de fibres élastiques avec des systèmes de force et des contraintes géométriques. Hein. Voilà. Et puis ensuite, bon, du coup, je suis un petit peu trop, j'étais trop bavard. Et donc, bon, on peut aussi retrouver la position du point terminal ici. Hein. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un point terminal, ça revient au fait qu'il faut en fait que le système de force qui s'applique au point de contact puisse nous donner des forces suivant une certaine direction. Et quand on met tout ça ensemble, on peut retrouver le fait que non seulement toutes les fibres, toutes les formes d'équilibre se mettent sur une courbe maîtresse, mais qu'en plus, il y a des points terminaux qui dépendent de la friction. Bon, un peu dommage, j'ai mal, c'était un petit peu trop rapide, mais enfin voilà le... Voilà. Et donc, juste quelques conclusions sur cette histoire-là. Alors, donc mon apport essentiellement mon apport dans cette histoire-là, c'est je ne fais pas les expériences de labo, mais je fais les expériences numériques. Et donc en fait, tous ces systèmes-là, dont je vous rappelle les ingrédients communs, c'était de l'élasticité et la friction. Donc c'est simulé avec le même type de code qui consiste en fait à prendre ce qu'on appelle des tiges élastiques discrètes. Hein. Voilà, donc c'est une décomposition. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des masses qui sont connectées par des ressorts, avec 3 types de ressorts, un pour la torsion, un pour la tension et un pour la flexion. Hein, voilà. Et puis on met en plus de la friction. Et donc en fait, ce que j'ai passé pas mal de temps, c'est à développer un code pour faire ce genre de choses, donc qui permet en fait de simuler tous ces systèmes-là. Alors les systèmes de fil là, voilà, de représentation, les systèmes de tricot, c'est ce genre de système. Bon, mais là par exemple, il y a des raquettes de tennis et puis ici des empilements de fibres. Voilà, donc on peut s'intéresser au problème de l'élasticité d'un nid d'oiseau en prenant des empilements de fibres qu'on compacte. Voilà, et puis deux problèmes qui m'amusent et qui m'intriguent en ce moment. Hein. Le premier, c'est des baquilles-fils. Alors des baquilles-fils, hein, ce qui se passe, c'est que si vous avez un fil qui casse, en fait, vous libérez une maille, qui libère une maille, qui libère une maille, et puis bon, bah voilà, c'est un baquille-fil ou un tricot, enfin voilà. Et donc ça, c'est une simulation numérique hein, de baquille-fil, fait toujours avec le même code. Hein. Donc on a fait un défaut ici, hein, et puis les mailles ici s'en vont, hein, voilà, se détricotent petit à petit. Et donc on fait un défaut, on fait une propagation ici. Donc là, c'est vraiment le baquille-fil. Et donc en fait, la question, donc ça, on fait les manips, hein, enfin les manips sont faites à Lyon. Hein. Moi, je fais les simulations numériques dans cette histoire-là. Et la question, en fait, moi, ça me fait tout à fait penser ce truc-là. Avec enfin de savoir quelle est l'analogie avec la rupture fragile. Donc la rupture fragile, c'est vous prenez du verre, hein, vous avez fait une fissure dedans, vous tirez dessus, et puis vous regardez si la fissure se propage ou pas. Voilà. Et donc, à mon avis, il y a une question scientifique assez... enfin voilà, qu'on est en train d'essayer de pousser, de voir si cette analogie, à quel point cette analogie-là tient. Et puis une autre question un petit peu futile dans cette histoire-là, c'est les problèmes des nœuds dans les cheveux. Donc là, il y a une vision d'artiste de femmes se peignant les cheveux, hein, voilà. Et puis là, il y a ma vision à moi, bon, c'est un peu moins artistique, mais enfin, voilà. Donc on a des cheveux torsadés, hein, qui sont des fibres élastiques, et puis je fais passer dedans une dent d'un peigne, et en fait, on voit que, eh ben, on a un amas de cheveux noués qui forment une espèce d'agglomérat de cheveux dedans. Alors, en fait, ce truc-là, c'est juste pour moi, juste une variante des fibres torsadées. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, il va falloir séparer des cheveux. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas bien rangé comme ça, les fibres, elles sont juste emmêlées, mais il va falloir faire passer, arriver à séparer les fibres les unes sur les autres. Alors, donc, on a en fait les mêmes ingrédients hein, qui ont l'air d'être présents dans ce système-là, la friction et une amplification des forces dues à la friction. Alors après, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, ça, c'est assez facile à décrire hein, c'est juste un truc torsadé assez simple. Bon, là, il faut arriver à décrire l'enchevêtrement de ces trucs-là. Alors, on pense tout de suite aux polymères, aux pelotes de polymères, etc. Donc on peut essayer de construire des indicateurs topologiques qui donnent le niveau d'enchevêtrement de ce genre d'objet. Voilà. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire. Et puis voilà, donc j'en ai fini. Et donc je voudrais remercier tous les collègues avec qui j'ai fait
Alors, ces études. Donc là, Antoine Seguin, Audrey Schoenberger, bon, sur les problèmes de fil et de tricot. Alors, puis après, il y a des études, il y a beaucoup de choses, alors par état d'avancement dans la progression, hein. Des choses avec Pedro Reis et Baptiste Aymon à l'EPFL sur les problèmes de nœuds, c'est-à-dire de comprendre la tenue mécanique de nœuds, mais pas au sens topologique, mais au sens de la friction et pourquoi des nœuds comme ça arrivent à verrouiller. Avec Frédéric Lechneau, on s'intéresse à un problème encore plus futile qui est la forme d'une bobine de fil. Voilà. Donc on enroule de fil sur un axe, on forme ces objets qui sont des espèces de fuseaux, on cherche la question de se poser la forme de ce genre de choses. En fait, c'est des problèmes de géodésique. Hein, voilà. Et puis avec Joël Martelot, Olivier Pouliquin, sur des problèmes d'élasticité de tas de fibres. Et puis avec des collègues du PMMH, bon, des choses dont je n'ai pas eu du tout le temps de parler, qui sont là, des choses qui démarrent, sur le problème de fibres dans des milieux granulaires, les propriétés mécaniques d'une raquette de tennis, enfin d'un cordage de raquette de tennis, et puis les cheveux qui s'en mêlent. Voilà. Et donc, j'ai fini. Merci Jérôme pour la conférence. C'est super intéressant, super riche. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Merci pour cet exposé très général. Au début, j'avais bien compris le rôle de la friction. Oui. Et après, en fait, quand il y a ces mailles, que tu cherches à connaître la position d'équilibre, en fait, de ouais. ces mailles. Oui, on la voit plus, la friction. Ouais, voilà. Je me suis dit, mais est-ce que la friction est encore là? Oui, non, la friction est toujours là. Et entre contact et friction, qui c'est qui gagne? Entre eux? Entre contact et friction, est-ce qu'il y a quelque chose qui gagne plus que l'autre? Alors, en fait, le truc, c'est que si, le système de force sur un système relaxé, le système de force, il est forcément comme ça, c'est-à-dire que on a forcément... Non, c'est vraiment la friction... Enfin, c'est le contact, c'est ce qui donne... Alors, pour répondre à ta question, le contact, c'est ce qui donne cette forme-là. La friction, c'est ce qui donne les points maximaux sur lesquels tu peux aller. La friction, en fait, le contact, c'est un problème d'élastica avec une contrainte géométrique. Voilà. Donc, la forme de cette forme-là, c'est juste un problème d'élasticité. C'est un élastica avec des contraintes géométriques. Donc, on dit qu'on a deux systèmes de force, que les fils ne doivent pas s'interpénétrer. Et ça nous donne obligatoirement, si j'ai une position du point d'application de cette force-là, eh ben, ça me donne un rapport d'aspect pour ma cellule. Et je dis que toutes les positions, pour chacune des positions, j'ai un rapport d'aspect. Donc l'aspect contact, c'est la ligne. L'aspect, est-ce que maintenant ce système de force est accessible? Ça, c'est la friction qui va nous dire si c'est accessible. Parce qu'en fait, il y a derrière l'hypothèse que la force est nécessairement comme ça, en fait, la force doit être nécessairement comme ça, mais la force, elle n'est pas... Voilà. Donc la force, elle doit nécessairement être orientée comme ça, et donc cette force, c'est une force normale et une force tangentielle. Et donc le fait que la force soit nécessairement comme ça veut dire que forcément, cette force-là est dans le cône de Coulomb. Et donc ça nous fixe le fait qu'on peut pas... Il y a certaines orientations des fibres qui ne sont pas possibles. Donc en fait, il y a certaines solutions qui seraient bonnes pour le contact, qui ne sont pas bonnes pour la friction. Voilà. Donc il y a les deux. C'est-à-dire l'aspect contact, c'est la courbe, et l'aspect friction, c'est ce qui limite les points possibles qu'on peut explorer sur la courbe. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Isabelle, une question? Ouais, du coup, c'est presque la suite. Du coup, il y a un point, ça, la friction nulle alors. Hein? Du coup, sur ta courbe, il y en a un où on va à friction nulle. Alors, à friction nulle, voilà. Et alors, voilà. Donc là, à friction 0,5, on peut avoir toute la courbe ici. Alors, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est où est-ce que ça s'arrêtait, ce truc-là. Oui. Alors, à friction nulle, alors en fait, il se passe autre chose. C'est qu'on se retrouve en fait avec les fibres qui se touchent les unes sur les autres, mais pas les... Enfin, voilà, celle de la rangée, pas de la rangée d'avant,
enfin la rangée n+2. Voilà. Donc c'est ce qui est montré ici avec le, voilà. Et donc là alors là, ça sort complètement de l'étude. Donc en fait, quand on fait l'étude numérique, on voit qu'en fait, il y a quelque part par ici un point d'équilibre. Et donc ça, c'est par la pensée. Hein. Si j'avais un tricot et que j'enlevais la friction, et ben en fait, ils se mettent comme ça. Alors après, il y a d'autres problèmes, c'est que ça, c'est quand même une situation qui n'est pas très très stable. Et après, les fibres passent les unes aux autres, et ça fait une sorte d'écaillage. On a des écailles de poisson inversées. Voilà. Qu'on peut d'ailleurs trouver expérimentalement. C'est-à-dire, il y a des régimes sur lesquels. Alors, il faut enlever la friction, donc ce qu'on fait, c'est qu'on tapote légèrement. Et quand on tapote légèrement, l'effet est pratiquement qu'on enlève la friction, on se retrouve avec des régimes en écailles de poisson. Voilà. Donc, bon, alors là, c'est par contre, on est. Voilà, c'était pas le. Vous pouvez y aller, hein, ou même des choses. Ouais. Déjà, merci pour l'exposé. Du coup, je pourrais expliquer à ma maman qui connecte sa machine qu'il y a un lien donc, entre la tension du fil et le fait que de temps en temps son tricot se fait dans des configurations qui n'étaient pas différentes planes. Alors, ouais, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. En fait, c'est pas vraiment une histoire de tension, le fait que ça. Alors là, effectivement, je limite à un truc qui est plan. Ce qui est quand même une contrainte, hein, enfin, qui est une contrainte qu'on applique, hein, voilà, enfin, qu'on prescrit. Selon les pas, en fait, il y a des pas qui vont. Le jersey, par exemple, a tendance à rouloter. C'est d'ailleurs dans l'échantillon que je vous ai donné, en fait, il apparaît sous forme de rouleau. Hein, voilà. Donc là, on ne prend pas ça en compte. Et en fait, le fait que ça roule ou que ça ne roule pas, c'est plus une question. C'est pas vraiment une histoire de tension, c'est plus une histoire de mailles, enfin de pas. Voilà. Donc après. Ouais, voilà. Alors après, si on veut des tricots. Alors le jersey, il est bien parce qu'il est extensible, voilà, mais il roulotte. Bon, alors après, quand on l'a sur soi, c'est pas très grave parce qu'il voilà. Y a d'autres contraintes qui l'empêchent de roulotter. Mais par contre, il peut y avoir des pas qui. On alterne une maille au-dessus, une maille en dessous, qui la brise la tendance à roulotter. Hein, voilà. Donc là, c'est pas. Bon, c'est un truc qu'on n'a pas. Là, on a contraint le matériau à être plan. Voilà, donc c'est vraiment purement un problème d'élasticité plane. Hein, voilà. Oui. Est-ce que vous êtes déjà intéressé aux fibres synthétiques et voir s'il y avait une différence notable de comportement? Alors, donc là, les manips, elles sont faites avec des fibres de nylon. Hein, ouais. Voilà. Alors, en fait, je pense que tous les matériaux élastiques, tant qu'on reste. Alors, il faut déjà rester dans le domaine de l'élasticité pour des fibres synthétiques. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que les tricots, si je tire comme une brute, on plastifie. Donc ça se voit bien, parce que après, quand on le détricote, on a gardé la plasticité. Hein, voilà. Donc, si on reste sur le système des fibres purement élastiques, pour moi, les choses sont complètement. Enfin, voilà, c'est les mêmes systèmes. Hein, voilà, c'est juste une question de. Donc en fait, le type de matériau ne change pas grand-chose. Alors après, on peut se poser la question à quel point le matériau est élastique. Hein. Par exemple, si je prends un fil comme ça, bon, oui, il est raisonnablement élastique, mais enfin, il peut aussi garder de la plasticité, parce que bon, si je m'amuse à trop le courber, il garde un peu la courbure que je l'ai mis. Hein. Voilà. Alors là, c'est encore un autre problème. Donc l'élasticité. Dans les gens qui essayent de trouver les formes de tricot, ils le font sur plein de systèmes et ils trouvent à peu près les mêmes formes. Alors, pour un protocole donné, ils trouvent les mêmes formes, quel que soit le matériau constituant. Voilà. Alors après, ce qui est plus rigolo, ça serait de faire des tricots avec des matériaux à très faible friction, voilà, où là, il y a des formes de mailles qui ne seraient pas possibles. Voilà. Mais en principe, le détail du matériau n'est pas fondamental.